Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Cassandra. Aujourd'hui, on va s'intéresser au token ring, qui est l'élément, on va dire, plus que central de Cassandra, puisque ça résume son principe de fonctionnement. Alors, on va pas rentrer dans les détails, le but c'est de comprendre un petit peu son fonctionnement pour comprendre à la fois la distribution au niveau de Cassandra et l'intérêt de sa modélisation. Ça, c'est très très important. On l'avait vu lors d'une précédente vidéo. Dans le data modeling de Cassandra, l'idée c'est toujours de penser query. Donc une table, en gros, c'est une réponse à une question et pas comme ça se faisait auparavant dans le SQL, comme ça se fait dans le SQL, où on a des tables et derrière on va faire une requête qui va faire des jointures pour pouvoir récupérer des données. Non, là, peu importe qu'on ait plusieurs fois les mêmes données, on va avoir la réponse à notre requête directement via une table. Donc là, on avait notre exemple, je suis reparti à peu près de la même chose, où on a, alors c'est pas très centré, on a une table avec des ID, avec un nom de personne, donc là en l'occurrence Xavier, et j'ai de la redondance, de la duplication au niveau de la data. On a vu que c'était pas problématique d'avoir de la duplication. Alors dans les faits, Cassandra ne duplique pas de cette manière-ci les choses, hein. Il y a quand même un regroupement qui est fait. On verra ça sûrement plus tard. L'adresse, qui est aussi commune, bien sûr, redondante, hein. Et puis derrière, comme on est sur la table des commandes par client, on a l'ID de nos commandes, la commande 1, la commande 2, et puis d'autres éléments qui sont attachés à cette commande. Donc la commande 1, la commande 2, la commande 3, et la 1 correspond à un client, la 2 au même client, et puis la 3 à un autre client. Alors, ce qui est important au niveau de Cassandra, c'est de comprendre les principes de clés, notamment la clé de partitionnement. Donc, cette clé de partitionnement, c'est une clé primaire, en gros, et elle est composée d'une ou de plusieurs colonnes. Donc là, en l'occurrence, on peut se dire l'ID, ça va être la clé, cette clé de partitionnement. Comme son nom l'indique, l'idée, c'est de créer des partitions, c'est le principe un petit peu du sharding, et de se dire, on va avoir des groupes de données qu'on va distribuer au sein de notre cluster sur chaque nœud via ces partitions. Donc là, la partition, en l'occurrence, soit on est sur une clé de partition simple, une clé primaire simple, donc en l'occurrence avec une seule colonne, comme l'ID ici, soit une clé de partition composite, je cherchais le terme composite. Donc à ce moment-là, on a la clé de partition, mais qui est composée de plusieurs colonnes. Donc là, par exemple, on peut dire la clé, donc c'est le cas de figure qui est là. La clé de partition, elle va être composée de la colonne key1, donc ça va être ID, et key2, qui va être le nom. Donc de la primary key, ID, nom, tout simplement. Donc là, on est sur une clé de partition composite. L'intérêt, c'est vraiment d'essayer de trouver, en fait, comme on va distribuer au sein du cluster ces partitions, l'intérêt, c'est de trouver la bonne échelle de partition. Donc là, en l'occurrence, on peut se dire, tiens, ça va être que l'ID ou l'ID et le nom, puisqu'en fait, on va essayer de regrouper les données au maximum pour éviter d'avoir une distribution trop importante. Puisqu'en fait, si on passe une requête, ce qui va se passer, c'est plus les données vont être distribuées, puis il va falloir les rassembler pour pouvoir les traiter l'information. Donc il faut à la fois rassembler beaucoup les données dans les partitions, mais pas trop non plus, de manière à être quand même distribuées. Donc c'est une sorte d'équilibre un petit peu à avoir. Ensuite, on a un deuxième type de clé qui intervient, dont on traitera peu aujourd'hui, c'est la clé de clustering. La clé de clustering, elle, c'est quoi? Une fois qu'on a distribué nos partitions au sein du cluster, après, il faut pouvoir classer les données et les rechercher. Et là, ça va être par exemple l'ID de commande qui va être considérée comme clé de clustering. Et donc, cette clé de clustering, on peut la rajouter de cette manière-ci. Donc là, vous voyez qu'on a à la fois une clé composite et composée de plusieurs clés de clustering. Là, donc ça se fait de cette manière-ci. Le premier élément entre parenthèses, ça va être la clé de partitionnement. Et le deuxième élément entre parenthèses, il manque une parenthèse, c'est la clé de clustering qui va permettre donc dans la partition de pouvoir classer les éléments pour pouvoir s'y retrouver et fournir plus rapidement les éléments. Alors comment ça se passe derrière pour faire cette distribution? Donc Cassandra, ce qui va se passer, dès lors qu'on a établi, qu'on a créé une table et qu'on injecte des données dedans avec cette fameuse clé de partition, c'est cette clé de partition qui va servir à créer ce qu'on appelle un token. Donc pour créer ce token, Cassandra va utiliser une fonction de hachage,
En l'occurrence, on en a vaguement parlé, ça s'appelle Murmure 4. Cette fonction de hachage va créer un token qui va être compris, qui va être inférieur à 64 bits, donc entre moins 2 puissance 63 jusqu'à plus 2 puissance 63 moins 1. Et c'est ce qui va permettre de générer ce fameux token. Ce token va être distribué au sein de ce qu'on appelle le token ring. Le token ring, en gros, c'est notre cluster. Donc si on prend un petit schéma, hop, voilà, ceci. Alors, à moins qu'on ait, ouais, on va peut-être gagner du temps. On va mettre token ring. Voilà, Google est ton ami. Cassandra, ça serait mieux. Parce que je vais pas vous faire le schéma Draw.io, sinon ça va être. Alors, est-ce qu'on a quelque chose un petit peu intéressant? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Donc, grosso modo, c'est pas très compliqué. Alors, on va se le faire comme ça. Alors, create new diagram, create, voilà. Donc là, grosso modo, donc on a un ring. Donc c'est forcément un cercle. Voilà. Donc ce cercle représente notre cluster. Notre cluster, nous, à l'heure actuelle, donc moi j'ai 3 nœuds. Dans ce qu'on a créé lors des vidéos précédentes, j'ai 3 nœuds. Hop, alors on va les faire un petit peu plus gros. Voilà, j'ai 3 nœuds. Hop. Voilà, toc. Et voilà. Donc là, j'ai 3 nœuds à l'heure actuelle. Bon, c'est pas très homogène. Toc. J'ai 3 nœuds. J'ai un sens de fonctionnement de ce token ring. Hop là. Ouais, alors là, toc, voilà. On va se le refaire comme ça ici. Voilà. Donc on a un sens de fonctionnement de ce token ring qui est grosso modo souvent modélisé de ce sens-là. Après, on peut lui donner un sens, mais c'est Cassandra qui gère lui-même la manière dont les choses vont évoluer. Hop, voilà, comme ceci. C'est important, c'est de se dire qu'il y a quand même un ordre des choses. Donc là, j'ai mon nœud 1. J'ai mon nœud ici 2 et mon nœud 3. En l'occurrence, moi c'était CAS 2 et CAS 3. Et donc ce qui se passe quand il y a une requête qui arrive, elle arrive au niveau d'un nœud qui est capable de prendre la requête. Ça peut être un des 3 et ça varie en fonction de l'arrivée des requêtes. Ça varie au fur et à mesure du temps. Donc on n'a pas cette notion de master-slave qu'on peut avoir avec des bases de données SQL classiques. On n'a pas cette notion de master-slave. Ça veut dire qu'on a toujours un nœud. Si j'en perds un, il y en a toujours un qui est capable de reprendre ce rôle. Et ce rôle, ça s'appelle le rôle de collecteur. Donc on a cette donnée qui arrive, mettons par ici, toc. Et donc, là, on a notre requête qui arrive. Hop, voilà. Décidément. Ok. Voilà. Donc j'ai ma requête qui arrive sur un nœud qui va être le collecteur. Ça peut être celui-ci, ça peut être un autre nœud. Lui, il a une vocation, c'est de trouver quel est le meilleur nœud adapté pour traiter la requête. Donc si on en revient à ce qu'on avait tout à l'heure, j'ai ma clé de partitionnement qui est ici. J'ai ma fonction de hachage, mon mur 4, qui va générer le token. Ce token va être généré, donc ça va donner un integer qu'on va dire qui vaut une valeur, une certaine valeur. Et donc, on va se retrouver avec notre cluster coupé en 3 éléments. Hop, ici. Donc on va avoir le nœud 1 qui va avoir un range de valeurs. Donc là on peut se dire par exemple,
si on a des ID clients qui vont générer des tokens sur un certain range, on va dire que notre premier nœud va gérer de 1 à 10. Notre deuxième nœud va gérer de 10 à de 9 de 10 pardon, à 20. Lui on va dire de hop. Donc la valeur n'est pas comprise, la valeur extrême n'est pas comprise. Et celui-ci, il va gérer de 20 à 30, tout simplement. Donc on va pas avoir de doublon, hein. Là, ça aurait été mieux que je mette, on va mettre 9 quand même, plus sérieux. De 9, ici de 10 à 19, et de 19 à 30. Oui, de 19 à 30. Voilà. Donc ce qui se passe, mettons que j'ai ma première data qui est là, avec un ID qui est ma clé de partitionnement. Mon hash, il dit, bah écoute, l'ID, il vaut 5. La clé de partitionnement, le token vaut 5. Donc le token vaut 5. Ma requête arrive ici au niveau d'un collecteur, qui peut être ce nœud-là, mais qui peut être un autre nœud. Et lui, il va regarder, il va se dire, ah ok, donc le token vaut 5. Donc dans ce cas-là, le nœud qui est capable de stocker cette donnée de token qui vaut 5, bah, ça va être tout simplement celui-ci. Hop, voilà. Donc lui, il va récupérer la data qui va correspondre à notre token de 5, tout simplement. Ensuite, imaginons on ait la valeur de 2 ici. Ça passe dans notre fonction de hachage. Et là encore, ça arrive au niveau de notre collecteur. Notre collecteur, il dit, ok, donc lui, ça vaut, on va dire, 15. Et bien à ce moment-là, ça va être le nœud 2 qui va la stocker. Et ainsi de suite de cette manière-ci. Donc ça, c'est valable pour les partitions et notamment pour les données, on va dire, primaires non répliquées. Dès lors qu'on a un facteur de réplication. Donc là, dans Cassandra, on l'a vu quand on crée un keyspace, on a un facteur de réplication. Si on a un facteur de réplication de 2, par exemple, donc facteur de réplication de 2, ce qui se passe, c'est que la donnée arrive au niveau de notre collecteur. Notre collecteur, il dit, ok, donc là, le token, il vaut 5. Donc je le donne au node 1, puisque c'est lui qui est en charge de ce token-là. Par contre, il se dit, ah mais ok, donc il y a également la réplication à gérer. Et donc, je vais prendre le nœud suivant. Et lui va être en charge de gérer le réplica de ce range-là. Donc celui-ci gère de 1 à 9 la partie non réplica. La partie répliquée va être gérée par le node 2, de 1 à 9 également. Et donc là, on va dire, le réplica du 5 qu'on avait précédemment. Là, j'ai un facteur de réplication de 2, mais je pourrais avoir un facteur de réplication de 3. Et dans ce cas-là, on ferait la même chose, mais on aurait également notre nœud 3 qui serait en charge du deuxième réplica de notre token de 5. Donc ça c'est important, et donc on tourne dans ce sens-là, hein, ça a été modélisé, donc vous le retrouvez un petit peu partout, voilà, de cette manière-ci, cette manière de fonctionner. Et le but de Cassandra, ça va être de distribuer les éléments, et vous voyez que l'importance du range ici est est primordiale. C'est ce qui va faire que la donnée, si elle est contiguë ou pas, plus la donnée va être contiguë, plus on va chercher à la stocker sur le même nœud. Donc il faut avoir un range relativement large, comme c'est comme ça. Mais en même temps, le but c'est aussi de la distribuer la donnée. Donc c'est qu'on n'est pas simplement tout sur le même nœud. Donc c'est un équilibre, ce que je vous disais, c'est un équilibre à trouver. Donc voilà ce principe de fonctionnement. Alors ça ressemble plus trop à un ring, notre affaire. Mais voilà le principe de fonctionnement. Ce qui est important à retenir, c'est cette clé de partitionnement. On pourrait l'appeler une clé de distribution aussi également. Qui permet de distribuer, donc grâce au calcul du token, de distribuer les datas à travers nos nœuds Cassandra, tout simplement. Et donc une fois qu'on a nos partitions qui vont avoir distribué les éléments, on a notre clé de clustering. Donc ici on a nos datas pour chaque partition, donc chaque bloc de données qui sont constitués d'éléments plus fins ici. Donc en l'occurrence nos commandes, et donc elles vont être classées par clé de clustering pour pouvoir les retrouver plus facilement dans un ordre assez logique. Alors vous verrez que ça a un impact
au niveau des requêtes, puisqu'il faut avoir pensé ces éléments bien auparavant pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace et de fonctionnel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.